Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Oui, c'est l'information du jour. L'Europe cherche des alternatives aux hydrocarbures russes. J'ai trouvé une formule absolument saisissante dans un article pour évoquer la Russie. La Russie y était décrite comme une station essence dotée d'ogives nucléaires. Une caricature, mais qui permet d'évoquer la situation particulière de cette économie. Pouvons-nous nous passer des Russes et la Russie peut-elle se passer de nous? Nous sommes en ligne avec Julien Vercueil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'INALCO et spécialiste de l'espace post-soviétique. Et dans ce studio, Élie Cohen, bonjour. Vous êtes économiste, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous publiez Souveraineté industrielle aux éditions Odile Jacob. Élie Cohen, peut-on se passer des Russes? En matière d'échange industriel, oui, très facilement. Par contre, en matière énergétique et en matière agricole, non. Et toute la question est là. C'est-à-dire, si demain matin, il nous prenait la fantaisie de boycotter les importations de gaz et de pétrole russe, nous aurions beaucoup de mal à remplacer cette source d'approvisionnement. Si demain matin, pour une raison ou pour une autre, les livraisons de céréales et de Russie et d'Ukraine venaient à manquer, eh bien, on aurait sans doute des émeutes de la faim en Égypte, en Algérie et ailleurs. C'est dire la centralité de ces deux pays pour, je dirais, le commerce de matières premières minérales et agricoles. L'autre volet, Julien Vercueil, aujourd'hui, l'économie russe est-elle capable de supporter des sanctions si tant est que l'on réussissait, par exemple, puisque c'est ce que les Américains ont annoncé hier, à se passer des hydrocarbures russes? Que pourrait-il se passer selon vous? En réalité, la situation en Russie est déjà critique, puisque le système financier est complètement déstabilisé par le premier étage des sanctions qui a été pris et par les comportements financiers des agents économiques russes suite à la guerre. Donc déjà, on a une économie qui est extrêmement fragilisée. Cette économie maintient un lien avec le reste du monde par ses exportations de pétrole et de gaz, par le fait que les deux banques russes les plus impliquées dans les paiements de ces exportations de pétrole et de gaz ont été épargnées par le débranchement de SWIFT qui a touché 7 autres banques. Et donc, il reste un flux relativement important de devises qui entrent tous les jours en Russie grâce à l'exportation de ces matières premières. Maintenant, si ces exportations venaient à cesser, l'économie de la Russie serait en situation de crise paroxystique, c'est-à-dire qu'il y aurait des défauts de paiement en cascade, y compris de très grandes entreprises. Élie Cohen. Oui, il faut bien comprendre que la première phase des mesures de rétorsion prises par l'Europe et les États-Unis à l'égard de la Russie sont assez exceptionnelles dans la mesure où on a combiné 3 types de mesures pour exercer une pression maximale sur le système financier russe et sur le pouvoir d'achat des Russes. La première technique qui a été utilisée, c'est qu'en gros, on a privé la Banque centrale russe des outils de la politique monétaire. Vous savez, pour faire de la politique monétaire, vous achetez des titres, vous injectez de la liquidité ou vous retirez de la liquidité. Eh bien là, c'est plus possible. On interdit à la Banque centrale russe de faire ce type de travail. Le deuxième moyen d'action, c'est la défense de la monnaie. C'est la politique de change. Vous achetez ou vous vendez du rouble pour essayer de régulariser le cours du rouble. Là, c'est plus possible puisqu'on a gelé les actifs de la Banque centrale russe. Et puis le troisième moyen, c'est la fluidité des échanges. Et là, il faut qu'il y ait un système bancaire qui fonctionne. Il faut que le crédit interbancaire fonctionne. Et là aussi, on l'a gêné avec l'opération SWIFT. Ce qui fait que la Banque centrale russe, privée des outils de la politique monétaire, de la politique de change et de la politique de fluidification des échanges, est dans une situation d'étouffement progressif. Et ça a un impact d'abord sur les conditions du crédit en Russie. Les taux d'intérêt courts sont montés à 20%. Et ça a un impact également sur la capacité à acheter des biens de l'étranger. Or, les Russes achètent beaucoup de biens de l'étranger, ils achètent à peu près tout. Et là, avec la dévaluation du rouble de près de 50%, c'est un impact
colossal sur les prix en Russie et donc sur l'inflation intérieure. Donc, les ménages russes, si j'ose dire, ils sont pris à la fois côté crédit et côté change. Et donc, bien sûr, ça a déjà un effet majeur. Et il y a une catégorie de ménages particuliers, Julien Vercueil, qui ont été touchés. Ce sont les oligarques, en imaginant bien sûr que ces oligarques fassent pression directement, indirectement sur le régime pour en finir avec cette guerre. Que sait-on justement sur l'incidence que ces mesures peuvent avoir sur les plus riches des Russes ? Alors, on ne connaît que l'écume de tout cela, puisque c'est l'écume qui arrive jusqu'à vous, les médias. En particulier, vous avez trois types de réactions possibles. Vous avez la réaction de ceux qui vont prendre le camp occidental. Alors, il y a le fils d'un grand oligarque, Lebedev, qui de Grande-Bretagne s'est érigé contre la guerre en Russie et les décisions prises par Vladimir Poutine. Mais bon, il est en Grande-Bretagne. Vous en avez qui se taisent et qui essaient en coulisses d'influencer ou de rapatrier ce qu'ils peuvent de leurs capitaux dans les places offshore qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Vous avez ceux qui considèrent, comme Oleg Deripaska, que l'avenir c'est la Chine. Et donc là, ils s'expriment dans la presse russe en indiquant que maintenant il faut tourner le dos à l'Union européenne et il faut aller vers l'Asie. Mais en fait, l'Asie, comme la Corée du Sud et le Japon ont adopté les sanctions occidentales, c'est en fait la Chine. Et est-ce que ça peut suffire, Julien Vercueil ? Pardon ? Est-ce que ça peut suffire ? Est-ce que, puisqu'on a vu par exemple que la Russie venait d'adopter un système bancaire de paiement chinois, on sait aussi que la Chine est capable, par exemple, d'apporter un certain nombre de biens de haute technologie, parce que ça, c'est évidemment très important pour la Russie de continuer à en avoir. Est-ce que finalement, la Chine pourrait se substituer à l'Europe ou plus généralement à l'Occident ? Je pense qu'on peut répondre sur deux plans à cette question. Le premier plan, c'est le plan économique. Pour l'instant, la Chine a à peu près la taille de l'économie européenne. Donc on pourrait se dire qu'il y a une possibilité pour la Russie de trouver des débouchés, si elle en perd dans l'Union européenne, du côté de la Chine. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que cela, puisque l'Union européenne représente environ 45% des exportations de la Russie, alors que la Chine en représente une petite entre 15 et 20%. Donc déjà, il y a une différence de proportion, et ça c'est expliqué par deux choses, par la géographie de la Russie. La partie extrême orientale et la partie asiatique, au-delà de l'Oural de la Russie, est une partie extrêmement peu peuplée, et toutes les activités économiques importantes et modernes sont situées à l'ouest et en direction de l'Union européenne. Et la deuxième raison, c'est une raison historique, c'est que la Russie s'est construite, elle s'est industrialisée en liaison avec l'Allemagne, avec l'Europe occidentale. Et donc l'ensemble des infrastructures s'est développé là où il y avait de la densité et là où il y avait des échanges. Et donc il faut tout construire dans l'autre sens. Le dernier point, c'est que depuis longtemps, Vladimir Poutine essaie de repeupler l'Extrême-Orient russe et n'y parvient pas en dépit de mille et une actions d'incitatives. Le deuxième élément, c'est l'élément géopolitique. Alors je ne suis pas un spécialiste en géopolitique, mais quand même, quand je discute avec des diplomates russes, ils me disent que pensez-vous de la menace chinoise vis-à-vis de la Russie ? C'est-à-dire qu'en fait, leur question, c'est plus, est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans les bras d'un beaucoup plus fort que nous, d'un beaucoup plus puissant que nous, et géopolitiquement se retrouver dans une situation de dépendance et de sujétion. Et effectivement, c'est aussi une question qui se pose. Et le dernier point, c'est que avec la Chine, la Russie n'est pas en mesure de développer des échanges industrialisants pour elle. C'est-à-dire qu'elle se contente d'exporter pour l'instant des matières premières avec très peu de valeur ajoutée industrielle et d'importer des biens d'équipement et des biens de consommation courante de Chine. Élie Cohen. Oui, la bascule de la Russie vers la Chine est tout à fait possible à moyen long terme. On peut imaginer à terme, effectivement, la formation de deux blocs et qui développerait chacun une espèce de logique d'autosuffisance avec une intégration verticale. Mais ça, c'est une perspective de moyen-long terme. À court terme, ce n'est pas envisageable. Ça veut dire quoi, moyen-long terme ? Moyen-long terme, c'est 5 à 10 ans. À court terme, ce n'est pas envisageable du tout. Je vais en prendre 2 ou 3 exemples. Premier exemple,
la Chine veut importer beaucoup plus de gaz et d'hydrocarbures. Oui, c'est tout à fait possible, sauf qu'il n'y a pas les canaux physiques pour orienter les productions de gaz et de pétrole de Sibérie vers la Chine. Il faudrait construire de nouvelles infrastructures, c'est-à-dire de nouveaux gazoducs. Donc, si vous voulez, le tarissement de l'approvisionnement américain et européen ne se traduit pas mécaniquement par une augmentation de l'approvisionnement chinois. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, comme ça a été dit, la Russie dépend énormément de tous les biens industriels et des composants électroniques qui sont livrés par l'Europe et les États-Unis. Et on voit d'ailleurs que même la Chine souffre du boycott américain dans la livraison de certains composants électroniques. Donc, par définition, les composants électroniques que l'Europe et les États-Unis ne livrent plus à la Russie ne peuvent pas être livrés par la Chine. Et ça tient à la faible industrialisation et à la faible qualité technique de la spécialisation industrielle russe. Donc, si on veut remédier à ça, ça prendra énormément de temps. Et encore une fois, la Chine n'est pas le partenaire idéal dans ce domaine-là. Et enfin, dernier élément, comme ça a été dit, la Russie n'a pas intérêt à devenir un émirat de matières premières, livrant des matières premières à la Chine et dépendant de la Chine pour tous les biens industriels dont elle a besoin pour sa consommation et son développement. Et oui, parce que c'est quand même une économie spécifique, Julien Vercueil, que l'économie russe, et Vladimir Poutine porte une large responsabilité là-dessus. C'est une économie qui est frappée par la malédiction des hydrocarbures et on ne peut pas dire qu'il ait réussi à se tirer de cette malédiction-là. Non, effectivement, on peut appeler ça un régime d'accumulation extraverti rentier. C'est-à-dire un régime d'accumulation. Il va falloir que vous fassiez de l'explication de terme. C'est-à-dire que la capacité d'investir, de moderniser l'économie dépend de la capacité d'extraire une rente vis-à-vis du reste du monde en bénéficiant de l'écart important qui existe entre les coûts de production des matières premières et les prix internationaux. Donc plus les prix internationaux augmentent, plus la rente augmente, plus les flux de devises entrants sont importants. On a calculé par plusieurs économistes de plusieurs centres de recherche ont calculé que cette rente représentait entre 10 et 35% du produit intérieur brut annuel de la Russie. Donc quand vous avez une manne extérieure de 10 à 30% de votre PIB, vous voyez que vous pouvez éventuellement faire des choses. Alors une partie repart dans les paradis fiscaux, comme je le disais tout à l'heure, mais sans cette manne, le budget de l'État n'est plus équilibré. Il peut être déficitaire de 7 à 8% du PIB. Les recettes en devises ne permettent plus de tenir le rouble. Vous voyez que c'est un petit peu comme une jugulaire qui tient l'économie de la Russie en vie. Et qui empêche, par la surévaluation du taux de change du rouble, qui est un peu surévalué à cause de ces recettes en devises importantes, qui empêche l'industrie manufacturière de se développer, plus des facteurs institutionnels, parce que les oligarques n'ont pas tellement intérêt à avoir une petite concurrence vibrionnante et innovante se développer sur leur territoire, donc ils font tout pour l'étouffer, et comme les droits de propriété sont faiblement respectés en Russie, ils obtiennent les collusions des barons des régions et qui tiennent politiquement les régions pour empêcher cette concurrence d'émerger. Il n'y a que quelques secteurs dans lesquels c'est possible. Ce sont les secteurs qui sont à l'abri des radars. Les secteurs comme par exemple le secteur des technologies de l'information et de la communication et du génie logistique. Oui, qui échappe à cela. Mais alors, Élie Cohen, si on imagine une économie dont le chiffre qui revient souvent, c'est 30% provient d'une rente d'hydrocarbures, si on supprime cette rente-là, ça signifie la faillite à très court terme, ça signifie une réorganisation de cette économie, parce que la Russie a beaucoup de réserves, disait-on. On disait qu'elle s'était préparée à cette crise. Est-ce que cette préparation pourrait suffire à ce cap ? Ah non, si on venait demain à tarir les flux commerciaux de gaz et de pétrole, et donc les flux financiers équivalents, à mon avis, c'est un collapsus de la Russie qu'on va obtenir. Collapsus, ça veut dire quoi ? Parce qu'on l'a vu en Argentine, c'est un effondrement. Voilà, l'exemple du Venezuela est un bon exemple. Le régime est toujours debout. Le régime est debout, mais les gens ne mangent plus à leur faim. Et vous avez une fuite permanente des gens qui quittent le Venezuela. L'Argentine n'a plus été capable de faire face à ses dettes. Non, il y a juste un chiffre que j'aimerais donner pour montrer la centralité de cette question du pétrole et du gaz. En un an, grâce à la flambée des prix du gaz, déjà constatée,
la Russie a multiplié par 6 ses recettes en devises du fait de la vente de son gaz. Par 6 ? Par 6. Elle reçoit, pour ses exportations donc d'énergie, 180 milliards d'euros actuellement, c'est-à-dire 6 fois plus qu'en 2019. À cause de la flambée déjà constatée du prix du gaz. Est-ce que ça ne va pas justement à l'encontre de ce que vous venez de dire? S'ils ont autant de réserves, peut-être peuvent-ils tenir? Oui, mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils puissent les utiliser. Or, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a gelé leurs actifs à l'étranger et ils ne peuvent pas disposer de leurs réserves de devises. Ça, c'est l'action sur les réserves de change dont je parlais tout à l'heure, qui, combinée à l'action sur la capacité à céder ou pas des actifs, étouffe l'action de la Banque centrale russe. Julien Vercueil, c'est vraiment une surprise pour Poutine et pour son économie qu'il y ait de telles sanctions. Ils s'y attendaient, ils s'y étaient préparés, ils ont la possibilité d'y faire face? Ah oui, je crois que c'est une surprise absolument, et c'est une surprise pour l'ensemble de l'establishment russe. Ils ne pensaient pas que les sanctions seraient aussi larges et surtout aussi systémiques, c'est-à-dire qu'il y a très peu de portes de sortie qui sont pour l'instant offertes à l'économie de la Russie et à ses autorités. Encore une fois, l'Europe continue parce qu'elle ne peut pas faire autrement, et ça c'est un point qu'il faut vraiment souligner. À court terme, il n'est pas possible de faire autrement que d'importer le gaz russe en Europe, ce qui permet à la Russie de continuer à engranger des recettes en devises vitales pour elle. Mais la déstabilisation du système financier et surtout l'incertitude géopolitique, le fait que la guerre c'est aussi une destruction de richesses, alors c'est sur le territoire ukrainien mais c'est une destruction de richesses par toutes les richesses qui n'ont pas été créées, par le fait que les acteurs économiques se posent des questions sur ce que deviendra l'avenir. Il y a toutes ces entreprises occidentales qui, sans que les sanctions les y obligent, sont en train de quitter la Russie. Vous voyez que tout ça, ça prend complètement par surprise les autorités russes. C'est juste, je regardais ce matin le site de la Banque centrale de Russie et il y a deux informations qui donnent une idée de l'improvisation dans laquelle on est aujourd'hui et de la difficulté dans laquelle sont les autorités de répondre à la situation actuelle. La première, c'est que hier, la Banque centrale a demandé aux établissements financiers de ne plus divulguer des informations financières sur leur situation. Donc là, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu depuis 1991. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, alors c'est un petit peu plus attendu, une partie de la bourse sera à nouveau fermée parce que on craint la continuité de la chute de la bourse. Et alors, justement, en quelques mots très rapidement, Julien Vercueil, le fait que la bourse soit fermée, que le rouble est dévissé, est-ce que cela peut permettre d'avoir un système économique autarcique, ou alors est-ce que, y compris dans un système fermé, cela représente une catastrophe? Ça représente de toute façon une catastrophe. Ça représente de toute façon une catastrophe parce que c'est une perte sèche de richesse, de pouvoir d'achat, de capacité d'action. Donc l'activité économique va en subir les conséquences. On va avoir des effets de deuxième tour avec des entreprises qui ne seront plus en mesure de payer les salaires au niveau où ils sont, avec des licenciements, puis une chute de la demande globale. C'est des choses dont on a vu des effets à plusieurs reprises en Russie. La dernière, c'était en 2014-2015 après les premières sanctions. À l'époque, en fait, ce qui se passait, c'était pas tellement les sanctions qui mordé sur l'économie de la Russie, mais la chute des prix du pétrole. Les prix du pétrole ayant rebondi, l'économie de la Russie a pu se remettre. Là, on a des prix du pétrole qui sont très élevés, mais des sanctions qui empêchent d'en profiter. Merci Julien Vercueil. Élie Cohen, on vous retrouve dans quelques instants. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Souveraineté industrielle, aux éditions Odile Jacob. Il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. C'est une autre forme de guerre, la guerre économique, une guerre pour arrêter la guerre, faire pression donc sur la Russie pour qu'elle cesse son offensive en Ukraine, avec quelles conséquences sur nos économies et sur l'économie russe. Nous en parlons en compagnie d'Élie Cohen, économiste, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous venez de publier Souveraineté industrielle aux éditions Odile Jacob. Élie Cohen, on évoque donc les sanctions contre l'économie russe, mais pour autant, ces sanctions n'ont pratiquement jamais fait chuter de régime. On le voit aujourd'hui en Iran, au Venezuela. Alors de surcroît, le Venezuela est en train de connaître un retour en grâce puisqu'il pourrait fournir des hydrocarbures. Est-on véritablement en train d'agiter la bonne arme ? C'est-à-dire que lorsque vous combinez les différentes politiques que je mentionnais tout à l'heure, que ça aboutit à un coût du crédit qui s'élève à 20%,
qui aboutit à une dévaluation du rouble de 50%. Quand vous tarissez les flux physiques d'échange, quand vous n'exportez plus de composants, quand vous n'exportez plus de biens industriels comme des meubles, etc., ça a un impact nécessaire sur la vie quotidienne des gens. Les gens ont du mal à disposer des médicaments dont ils ont besoin, ils ont du mal à disposer des biens agroalimentaires, des meubles, etc. Donc ça se traduit par un appauvrissement des Russes en l'occurrence, et ça se traduit par une inflation galopante, et donc ça se traduit par une perturbation des conditions de vie majeures. Et ce qu'on peut espérer, c'est que ça a un effet retour en matière politique, c'est-à-dire qu'un peuple de plus en plus mécontent et saigné à blanc se tourne contre ses dirigeants. Un impact terrible, mais est-ce que cet impact serait plus important en Russie, par exemple, qu'il ne l'est en Iran, puisque oui, l'Iran est un bon exemple. Depuis de nombreuses années, on dit que le régime va tomber. Or, le régime est toujours là. On pourrait prendre d'autres exemples encore plus extrêmes. Je ne sais pas, la Corée du Nord, on a quasiment affaire à des régimes autarciques. La Russie pourrait se mettre dans une économie de guerre qui serait une sorte d'économie particulière. Vous n'y croyez pas? Alors, non, vous avez tout à fait raison. L'exemple de l'Iran est un bon exemple. L'Iran, effectivement, a subi pendant des années et des années toute une série de sanctions qui se sont traduites par une très nette dégradation des conditions de vie des Iraniens. Vous savez que l'accès aux médicaments les plus importants est devenu très difficile. Il y a un rationnement dans la distribution des biens, c'est-à-dire que oui, les Iraniens se sont habitués à vivre d'une manière très dégradée et en ayant du mal à accéder à des biens essentiels. Oui, si vous pensez que la situation iranienne n'est pas dramatique et que la Russie pourrait connaître ce type de situation, alors oui, la Russie pourrait connaître ce type de situation. Et quand vous êtes un État-continent, bien sûr, il y a une certaine inertie de l'économie. Quand de plus, vous disposez d'une espèce d'autosuffisance dans les matières premières agroalimentaires, ben oui, vous pouvez tenir le coup. Simplement, ce qu'on a appris de la transformation des modes de vie russes depuis une vingtaine d'années, c'est qu'il y a une classe moyenne qui s'est constituée, qui a pris l'habitude de consommer nos produits laitiers, par exemple, d'où le développement de Danone sur place, qui aime accéder aux grandes surfaces, d'où le développement d'Auchan sur place. Et puis la couche moyenne supérieure, elle a pris au goût au luxe, d'où le développement de nos entreprises de luxe, qui a pris goût également à l'achat à crédit, d'où le développement de la Société Générale sur place, etc., etc., etc. Et puis surtout, il y a l'idée de l'achat de biens de consommation supérieure, d'où le développement d'industrie automobile en Russie, avec une filiale de Renault qui est Avtovaz. Donc si vous voulez, les Russes, depuis 20 ou 30 ans, expérimentent le mode de vie occidental, et s'ils sont coupés de ce mode de vie, eh bien, l'hypothèse qu'on fait, c'est que ça peut produire des effets d'abord économiques et éventuellement politiques. Alors maintenant, je vous retourne la question, Élie Cohen. A-t-on les moyens de se passer de la Russie? Alors, première question, elle porte évidemment sur les hydrocarbures, et là, on voit que la réponse est complexe. Non, la réponse est non. On ne peut pas se passer des importations. Simple, effectivement. Voilà, on ne peut pas se passer, nous, Européens, des importations de gaz et de pétrole russe, parce que, quand bien même nous voudrions changer immédiatement de fournisseurs, nos fournisseurs qui viennent après la Russie, c'est-à-dire la Norvège, l'Algérie, les Émirats, etc., ne sont pas capables de nous fournir ce que nous perdons en importation russe. Donc, ce qu'on peut faire à court terme, c'est mobiliser nos réserves, c'est acheter marginalement un peu plus ailleurs. Mais par contre, pour l'hiver prochain, c'est ce qu'a dit le ministre, l'hiver 2022-2023, nous aurons à appliquer d'autres types de mesures. Mais nous avons l'expérience. Ça veut dire quoi, d'autres types de mesures ? Je vais vous dire, c'est le choc pétrolier de 74 et de 79. Souvenez-vous, c'est la lutte anti-gaspi. Souvenez-vous, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Souvenez-vous, c'est la baisse d'1 degré du chauffage. Souvenez-vous, sortez vos vieux pulls. C'était la restriction de circulation automobile pendant le week-end, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faudrait rentrer dans une logique de restriction limitée qui accompagnerait une hausse de prix très forte, qui elle-même susciterait de moindres consommations, et puis à ce moment-là, une substitution gaz-charbon, par exemple, ou une substitution gaz-électricité, qui à ce moment-là susciterait une nouvelle vague d'économie d'énergie, une nouvelle vague d'équilibre énergétique, peut-être une accélération des programmes de renouvelables. Vous voyez,
une situation de ce type induit toute une série d'effets à court et à moyen long terme. Mais pour autant, sur le papier, question naïve, le gaz russe, par exemple, ça représente 17% des approvisionnements français. 17%, c'est pas la fin du monde. Les Algériens ne peuvent pas nous en livrer plus. On parle beaucoup de l'Algérie, par exemple. Actuellement, la Norvège a apparemment des capacités qui sont inexploitées en partie. Ça pourrait pas suffire? Alors, vous avez raison. Le cas de la France est, je dirais, le cas le plus facile. Nous, c'est 17%, mais l'Italie, c'est 40%. L'Allemagne, c'est 60%. La Pologne et certains États baltes, c'est 100%. Et quand même, nous sommes des pays européens. Donc, si cette mesure venait à être prise, effectivement, les Français s'en tireraient bien. Mais le problème, c'est qu'il faudrait probablement mutualiser pour la première fois la politique énergétique au niveau européen. Et là, c'est là que les premières mesures sont envisagées au niveau européen. Peut-être faudra-t-il inventer un acheteur unique au niveau européen. Peut-être faudra-t-il envisager une mutualisation de la production et la distribution d'énergie entre pays européens. Peut-être faudra-t-il envisager un dispositif de subvention européen pour les pays qui ne pourraient pas se payer le surcroît de prix d'électricité et de gaz. Donc vous voyez, progressivement, ce serait une nouvelle Europe qui serait bâtie. C'est l'Europe de l'énergie et notamment l'Europe de la sécurité énergétique. Vous savez que dans la politique de l'énergie, il y avait 3 piliers. La compétitivité, d'où la déréglementation, la libéralisation, la politique du climat, d'où les objectifs 20-20-20 d'économie d'énergie substituable, etc. Et la sécurité énergétique. Notre grand échec collectif en tant qu'Européens, ça a été la sécurité énergétique. On n'a pas été capable d'assurer cette sécurité énergétique. Pire, nous avons collectivement régressé à cause de la politique allemande de fermeture du nucléaire et du coup de substitution du gaz au nucléaire parce que les renouvelables n'ont pas pu prendre le relais avec la vitesse souhaitée. Et donc, la crise actuelle nous oblige à repenser cette politique énergétique et à conforter ce 3e pilier de la politique de l'Union. Bon alors, on continue quand même dans les conséquences éventuelles donc, du fait de se priver du pétrole et du gaz russe. Quoi qu'il en soit, les prix vont augmenter. Tout à fait. Quelles vont être les conséquences sur l'économie française, tout d'abord, Élie Cohen? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'économie française, l'économie européenne et l'économie mondiale sont en train de subir le 3e choc d'offres en 2 ans. Ça a été d'abord le Covid. Le Covid, ça a provoqué une désorganisation des flux d'échanges mondiaux, des flux logistiques, et donc ça a créé des pénuries locales, ça a provoqué une flambée du prix du transport maritime, qui se traduit dans les merveilleux résultats de CGA, CGM, etc. Un transporteur. Donc, premier élément, désorganisation des flux logistiques et perturbation des flux économiques mondiaux. À peine commençait-on à récupérer qu'il y a eu un 2e choc d'offres. Ça a été la reprise économique que nous avons connue à l'été dernier. La reprise économique a été beaucoup plus vigoureuse, notamment aux États-Unis et en Chine, ce qui s'est traduit immédiatement par une hausse des prix de l'énergie, déjà, et par une inflation générale, par des pénuries de main-d'œuvre, etc. Et puis à peine commençait-on à s'habituer, le FMI venait de sortir de nouvelles prévisions économiques disant que la croissance mondiale allait être soutenue de l'ordre de 5%, que la croissance européenne... À peine était-on en train de s'habituer à ça, qu'on est en train de subir le 3e choc d'offres, qui est le choc ukrainien, qui va se traduire, comme je vous l'ai dit, par une hausse des prix de l'énergie, par une hausse des prix alimentaires, et peut-être par un nouveau cycle inflationniste, prix-salaire. Et déjà, le FMI est en train de dire « Ah, il va falloir réviser à la hausse les perspectives d'inflation de 1 point et réviser à la baisse les perspectives de croissance d'1 point. Donc ce nouveau choc s'ajoutant aux autres est en train de déséquilibrer l'économie mondiale. On entend un mot stagflation. Qu'est-ce que ça veut dire, Élie Cohen? La stagflation, c'est la pire des situations. C'est une situation où vous avez à la fois de la stagnation économique, c'est-à-dire de la baisse de la croissance, et de l'inflation, c'est-à-dire de la hausse des prix. Quand vous avez les deux, c'est le pire des 2 mondes, parce que vous avez à la fois de l'inflation que vous ne pouvez pas compenser à cause de la stagnation économique. Donc ça se traduit
par une dégradation du pouvoir d'achat et des conditions de vie des gens. Mais alors, dans quelles conditions le monde a-t-il déjà connu cette situation? Parce que moi, j'ai appris dans mes cours d'économie, quand il y avait de l'inflation, un peu d'inflation en tout cas, c'était bon pour l'économie, qu'on pouvait s'endetter, qu'on avait donc moins de difficultés pour rembourser, Elie Cohen. Tout à fait. Mais vous vous souvenez également que nous avons été drogués à l'inflation pendant des années et des années. Je rappelle qu'en 81, par exemple, on avait une inflation de 14%. Et à un moment, si vous voulez, l'inflation plus les mécanismes d'indexation prix-salaire faisaient une spirale inflationniste qui échappait à tout contrôle. Et donc, à un moment, les politiques ont changé de cap très nettement et l'objectif essentiel est devenu la lutte contre l'inflation. Et la lutte contre l'inflation, ça s'est traduit par la désindexation, ça s'est traduit par des pertes de pouvoir d'achat dans un premier temps et ça s'est traduit par le rôle nouveau que les banques centrales se sont mises à jouer dans la régulation économique d'ensemble. Vous êtes en train de nous dire que 14% d'inflation, c'est alors évidemment, c'est un spectre aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une possibilité parce que d'ordinaire, par les temps qui couraient jusqu'ici, à 3 ou 4% d'inflation, on était déjà affolé. Oui, vous avez raison, c'est pour ça que les perspectives ne sont pas du tout de l'ordre de 14%. Les perspectives qui se discutent au niveau européen actuellement, c'est une inflation moyenne de l'ordre de 5% au niveau européen, un petit peu moins en France, de l'ordre de 3,5%, ce qui est quand même beaucoup plus que les 1% qu'on faisait il n'y a pas longtemps, et ce qui est beaucoup plus que l'objectif de 2% qui normalement déclenche les interventions de la Banque Centrale Européenne. Donc il y a ce nouvel environnement de l'inflation qui est en train de se dessiner. Alors jusqu'à présent, la fameuse boucle prix-salaire ne s'est pas véritablement enclenchée en France, mais elle s'est enclenchée aux États-Unis en particulier, ce qui fait la différence entre la situation américaine et la situation européenne. La boucle prix-salaire, il faut expliquer. C'est l'indexation, c'est-à-dire plus les prix montent, plus les salaires montent, pour qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat. Actuellement, on est en train de faire subir aux Français, notamment aux retraités, des pertes de pouvoir d'achat, parce qu'il n'y a pas cette indexation automatique. L'un des grands effets des crises de 81, c'est qu'on avait supprimé l'indexation automatique. Est-ce que les Français vont supporter longtemps une hausse des prix qui cavale et des salaires et des retraites qui ne montent pas autant? Vous parliez des différents chocs qu'il y avait eu avec notamment le Covid, Elie Cohen. Il y a par exemple un choc sur l'industrie automobile allemande, puisque du fait de la guerre en Ukraine, eh bien, il y a d'ores et déjà des pertes de production, parce qu'il y a des équipementiers, il y a des chaînes de production qui sont de plus en plus complexes. Donc j'imagine que celles-ci vont venir aussi en France. Il n'y a pas de raison que les constructeurs automobiles français y réchappent. Est-ce que cette guerre, elle pourrait avoir aussi ce type de conséquences? Si vous voulez, il y a deux modèles différents d'intégration de la filière automobile. Il y a le modèle allemand qui consistait à ce que l'Allemagne organise son système de production sur son hinterland, Allemagne, Europe de l'Est, Europe centrale, avec des partages de tâches et l'assemblage final se faisant toujours en Allemagne. Donc là, bien entendu, s'il y a des problèmes de fourniture de certains composants, ça perturbe le moment de l'intégration. Le modèle français n'est pas du tout celui-là. Le modèle français, ça a été largement un modèle de délocalisation avec des fabrications dans l'ex-Yougoslavie, en Turquie, dans les pays d'Afrique du Nord. Et donc nous, on a assisté à une baisse très nette des fabrications automobiles sur le sol national. Et donc on a assisté également à un modèle économique où, alors que nous étions largement excédentaires dans la filière automobile il y a 20 ou 30 ans, aujourd'hui on est déficitaire. Donc il y a une vraie différence, mais le problème de l'automobile, excusez-moi de le dire, n'est pas là. Le problème de l'automobile, c'est que c'était le cœur de l'industrie européenne, et avec la fin de l'ère thermique, la fin du diesel, ce sont des reconversions d'une violence considérable, et on est en train d'en voir les premiers effets avec les tentatives de réindustrialisation du nord de la France autour de l'électromobilité, des batteries et du véhicule électrique. La guerre en Ukraine et ses conséquences sur la Russie fragilisent également un champion, un secteur qui est particulièrement important en France, c'est le luxe, puisque LVMH, Kering ferment leurs magasins. Ça pourrait avoir des conséquences? Ah, bien entendu, la Russie était l'un des nouveaux horizons du développement de l'industrie du luxe. Ça a été d'abord les États-Unis, puis ça a été la Chine, puis ça a été les pays arabes du Golfe, etc. Et la Russie était en train de devenir un des grands clients du luxe avec le développement de cette couche moyenne supérieure dont je parlais tout à l'heure, avec le développement donc de tout un réseau de boutiques de nos grands champions nationaux. Mais je dirais au-delà, ce développement est illustratif de ce qu'a été le modèle économique des relations entre la France et la Russie. Au fond,
la France n'exporte pas beaucoup vers la Russie, mais par contre, elle exporte beaucoup ses capitaux et elle développe sur place des entreprises. Je vous ai parlé de l'automobile avec Avtovaz Renault, je vous ai parlé de Danone, je vous ai parlé... Bref, j'aurais pu vous parler d'Alstom, nous fabriquons sur place des trains. Donc ce qui s'est passé, c'est que au lieu d'exporter directement, nous avons exporté des capitaux, investi et développé des entreprises sur place. Du coup, nous avons des flux de revenus financiers qui nous arrivaient régulièrement de Russie, de l'ordre de 2,5 milliards d'euros par an, alors qui risquent de se tarir. Donc, aux différents effets que nous avons évoqués de la crise des relations entre la France et la Russie, va venir s'ajouter cette baisse des flux directs de nos investissements, qui est un des éléments d'équilibre de notre balance de paiement. Est-ce que tout cela pourrait remettre en cause notre volonté de retrouver une souveraineté industrielle? Je prends le titre de votre dernier ouvrage, Eli Cohen. C'est un thème qui était au cœur de la campagne et qui pourrait nécessiter une réorganisation de notre industrie. Est-ce que la guerre en Ukraine pourrait fragiliser ce projet? Oui, je pense que c'est un problème qui est devant nous parce qu'à la faveur de cette crise, nous avons découvert également quelques fragilités, quelques dépendances auxquelles nous ne pensions pas. Par exemple, Airbus, notre grand champion, dépend d'importations de titane, de produits en titane de Russie. Il dépend également d'importations d'aluminium, d'acier, etc. Donc, question, est-ce que nous ne devons pas imaginer des développements de capacités de production en Europe pour mieux intégrer la filière aéronautique? Est-ce que nous pouvons accepter cette dépendance par rapport à la Russie pour des composants essentiels de la filière aéronautique? Voilà, ça c'est un premier exemple. Deuxième exemple, l'énergie, bien entendu. Est-ce que nous pouvons accepter cette dépendance par rapport à la Russie en matière gazière? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on organise un nouveau mix énergétique? Et là, vous me voyez venir, pour moins dépendre du gaz, du pétrole et du charbon, c'est le développement de la filière nucléaire en France, mais pas simplement en Europe, plus généralement. Donc, mais nous n'avons pas de combustible en France. De combustible nucléaire. Ah, si. Je vous signale que tous les déchets recyclés donnent du MOX, qui est la matière première des centrales nucléaires. Donc là, on se couperait de ce problème-là. En tout cas, parce que on améliorerait considérablement notre autonomie stratégique avec un mix énergétique qui ne prendrait pas du gaz et du pétrole. Parce que ce que l'on découvre à chaque fois... Et avec les renouvelables, bien entendu. Bien sûr. Mais ce que l'on découvre à chaque fois, Eli Cohen, c'est qu'il y a une telle interdépendance aujourd'hui dans les économies que finalement, lorsqu'on fragilise une chaîne d'approvisionnement, eh bien, c'est une autre qui est touchée. On le voit bien au niveau géopolitique. On parlait par exemple des hydrocarbures tout à l'heure. Ça veut dire que les États-Unis se rapprochent du Venezuela alors qu'il y avait un embargo sur le Venezuela. Si on fait les renouvelables durant la question des terres... C'est pour ça que face à cette question de la dépendance et de la perte d'autonomie stratégique, la grande idée, c'est de développer ce qu'on appelle des politiques de résilience. Qu'est-ce que c'est que des politiques de résilience industrielle? C'est dans certains cas, oui, relocaliser en France ou en Europe. Je pense par exemple à certains maillons de la filière pharmaceutique. C'est un premier élément. Deuxième élément, c'est diversifier les sources d'approvisionnement. Ne pas dépendre, par exemple, pour le paracétamol, uniquement de la Chine et de l'Inde, mais développer des fabrications ailleurs, je ne sais pas, en Turquie, au Maroc, au Mexique, et donc diversifier les flux d'approvisionnement. Et troisièmement, c'est développer les stocks stratégiques. On en a parlé tout à l'heure pour l'énergie, mais on peut penser au développement de stocks stratégiques en matière gazière, on peut en penser en matière pharmaceutique, dans des tas d'autres, en matière de composants électroniques. Donc c'est quand vous combinez ces trois politiques que vous apportez une réponse à cette dépendance dont nous souffrons actuellement. Mais alors ça, c'est ce que vous appelez de vos voeux, mais est-ce que vous le voyez concrètement mis en place? Vous voyez ce qui est en train de se passer actuellement au niveau européen. On est en train de penser en matière énergétique et notamment en matière gazière à une forme de reconquête d'une autonomie stratégique dans l'approvisionnement gazier. Et on est en train de voir émerger l'idée que l'Europe pourrait devenir un acheteur unique, donc avec un poids de marché considérable. On est en train de voir une situation dans laquelle si la hausse du prix de l'énergie rend la consommation d'énergie insupportable pour des pays relativement pauvres, eh bien à ce moment-là, il y aurait une espèce de subvention européenne à l'achat de cette énergie. On voit également une politique de redistribution du gaz entre les différents pays. Et peut-être verra-t-on demain une aide européenne pour l'accélération de la transition énergétique, de l'investissement dans les renouvelables ou d'investissement dans l'efficacité énergétique des ménages. On retrouve tout cela dans votre livre, Eli Cohen, Souveraineté industrielle, publié aux éditions Odile Jacob.